Engel. Excuse-moi, j'ai En mode avion, avec Fred Testo. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc en mode avion. Horrible ce bonjour à tous. Nous sommes donc en mode avion. Aujourd'hui, bonjour avec Marion, qui est à ma gauche. Bonjour. Et Arnaud, à ma droite. Bonjour, Fred. Alors c'est marrant parce qu'ils sont arrivés ensemble, donc à croire que peut-être ils vivent ensemble ou pas, j'en sais rien, ne me regarde pas. C'est caché depuis 20 ans. Les gens ne savent rien. Je peux peut-être raconter alors comment on s'est rencontrés, parce que c'est vrai que moi j'avais un truc à te dire et c'est important que ce soit enregistré, parce que tu vois, moi je suis quand même vachement à cheval là-dessus. C'est que mon premier court-métrage dans lequel j'ai participé, c'est le tien. Toi, en tant que réalisateur, auteur. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais ils sont réalisateurs, auteurs, livreurs, chauffeurs et restaurateurs. Autrice. Oui, auteur avec un E, hein, je pensais. Quand je te voyais, je disais avec un E. Et donc, avec Arnaud, c'est connu comme ça. Et il m'a proposé un rôle dans un film que je vous invite à regarder, qui s'appelle Dans leur peau. J'étais maigre d'ailleurs, donc c'est rien que pour ça, c'est intéressant de le regarder. Toi aussi, t'étais maigre. C'est marrant, c'est bizarre ça. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était l'époque, je pense. C'était il y a combien de temps ça? Et écoute, c'était en 2008, je dirais. 2008 donc. Ouais. C'est ça, non? J'allais dire au siècle dernier, mais non, pas tout à fait. Mais c'était il y a un moment déjà, ouais, 2008. Et c'est vrai que c'était la première fois que j'ai incarné un rôle plutôt dramatique. Moi qui étais plutôt connu pour faire de l'humour sur Canal+, à la base. Ouais. C'était l'idée, évidemment. Moi, à l'époque, je te connaissais de Canal+, et l'idée, c'était d'essayer de trouver une espèce de rupture comme ça. Et j'étais fan de ce que tu faisais à Canal. Et donc, moi, c'était mon premier court-métrage aussi. Et qu'on a fait avec très très peu d'argent, je sais pas, tu te souviens, hein. Ouais. Et du coup, quand moi tu m'avais dit oui, c'est vrai que ça avait boosté le film, et on a réussi à le faire, je crois, avec pas beaucoup d'argent, et on était, en tout cas moi et toi aussi, je crois, contents du résultat. Et C'est un bon souvenir de se dire la première fois où tu fais un truc qui est dramatique, fantastique, on sait pas trop. Et ce qui est rigolo, c'est que je me suis souvenu de ça en arrivant ici, c'est que c'est grâce à toi et grâce à ce court-métrage que Nicolas Boukrieff, qui quelques années plus tard m'a choisi dans mon premier rôle au cinéma dramatique. Et Sylvie Piala, la productrice, disait je sais pas. Nico, il dit j'aimerais bien prendre Fred, ouais super. Et Sylvie Piala dit je sais pas s'il pourra le faire avec Cécile de France en plus, machin. Il démarre. Et elle est jury d'un festival où il y a ton court-métrage qui passe. Exactement, c'était au festival du court-métrage de Brest. Elle était jury, elle m'a donné le prix. Et voilà, t'as eu un prix. Ouais. Et là, elle a appelé Nicolas Boukrieff pour dire Qui c'est m'a bon. appelé? Je sais pas si tu savais, et j'ai déjeuné avec lui. Non, je savais pas. Je me rappelle pas. Non. Et toi, donc, tu le connaissais d'avant? Non, je ne connaissais pas Nicolas. Oui, c'est Non. après Il y a justement, qui est réalisateur et auteur aussi. Voilà, et donc j'ai déjeuné avec lui, et on a parlé de toi, et j'ai dit franchement n'y va pas, c'est pourri, ça va jamais marcher. Ah bon, c'est pour ça qu'il m'a pris. Voilà. Enfin, c'est pas pour ça qu'il t'a pris, mais voilà. Et du coup après il avait fait une masterclass, il m'avait invité, c'était sur une chaîne, c'était genre Ciné Plus ou je sais pas quoi, où tu sais des réalisateurs de long invitent un réalisateur de court métrage et le parraine. Donc on a montré le film sur cette chaîne-là. C'est drôle. Ouais, c'est très. Ouais, parce que c'est grâce à ça que Sylvie a dit si, vas-y, prends Fred, t'as raison, c'est génial. Comme quoi, ce métier, ça tient à rien. Hein. Ah ouais. Et aussi, grâce à ce film-là, moi, j'ai pu après faire des choses. Parce que pour la petite histoire, donc le film a gagné le festival de Gérard May, du film fantastique. Ouais. Et dans la salle, il y avait un conseiller de programme d'Arte qui a repéré le film et qui après m'a contacté. Et j'ai fait mon premier unitaire à Arte qui s'appelait Baby Story avec eux. Donc. Ouais, voilà. Suite à ça. Comme quoi, en fait, ce court-métrage nous a lancé. Exactement. Et l'histoire continue, puisque le producteur avec lequel tu as fait ce premier long-métrage pour Arte est celui de ton premier long-métrage pour le cinématographe. Tout à fait. Qui va bientôt sortir dans les salles obscures. Ouais, incroyable quand même. Tout à fait. C'est pas mal que je viens de terminer là. Ouais. Comme mise en abîme. Et du coup, comment on la rencontre avec Marion alors? Marion, tu racontes. Ça, c'est une histoire qui date du siècle dernier, vraiment. On s'est rencontrés à l'école. D'auteur? De journalisme. On était journalistes tous les deux. On s'est rencontrés sur le trottoir de l'école le jour où on a passé l'examen. Apparemment, j'ai été désagréable. Moi, j'en ai aucun souvenir. Ah, voilà. En fait, je venais pour essayer de savoir ce qu'il y avait dans les épreuves, tu vois. Donc, j'attendais les gens à la sortie pour leur demander t'as pas un truc à me donner, un indice, tu vois. On passait pas le même jour. Et donc, elle sort et je vois cette jolie jeune femme et je lui dis excuse-moi, salut, je passe l'examen demain. Tu veux pas me donner un petit truc? Elle me regarde et elle me dit tu verras bien demain. Et elle est partie. Et en partant, je me suis dit, punaise,
C'est méchant, non? Est-ce que c'est plausible, cette histoire? Moi, je ne crois pas. Bon, bref, et Toi, après, tu voilà. crois? Moi, j'y crois. Ou alors, il s'est montré un peu lourdeau, ou alors il portait ça, c'est pas impossible. ce petit gilet en cuir et ses bottes de motard qui Ouais, étaient ça, c'est à pas l'époque possible. et qui, C'est forcément... peut-être ça, parce que gilet en cuir, botte de motard, J'ai c'est vrai peur. que tu regardes même pas dans les yeux. Hein. Bah non. Et puis Ouais, moi, la Déjà personne- les bottes et t'es déjà parti. C'est la première fois qu'elle venait à Paris, donc Bah, elle a eu c'est peur. ça, moi pense. je venais de Nice, tu vois, lui il venait du Perche, bon ça se voyait, et du coup ça faisait peur. Et finalement, Et finalement, la magie a opéré. Et finalement, ça fait 23 ans qu'on est ensemble, on a 2 enfants, et voilà. pourquoi je voulais insister là-dessus? Parce que ce podcast, c'est surtout un podcast très positif qui donne de l'espoir à beaucoup de gens qui nous écoutent. Hein. Donc comme quoi tu peux faire de la comédie et finir dans le drame et arriver à faire des choses. Tout Et à on va fait. continuer ensemble, on va en parler d'ailleurs. Bien sûr. Ou bien arriver avec des bottes, des Santiago et ton cheval à Paris et finalement réussir ta vie de famille, quoi. Exactement. Et, Commencer journaliste et arriver Bah oui. au cinéma. Mais est-ce que c'est pas une finalité, ça d'ailleurs, de vouloir être journaliste Parce que, comme par exemple Nicolas Boukrieff, pour le citer journaliste d'ailleurs, aussi, ouais. à la base il est journaliste, il a eu envie aussi d'écrire des films, des histoires et après de les filmer, de les raconter. Bah, c'est sûr que je pense que tous les deux, on a eu envie d'être journaliste, de devenir journaliste à l'époque pour écrire des histoires. Donc forcément, c'est une continuité. Après, on change de registre. Puis voilà, on s'autorise des choses qu'on s'autorise pas. Évidemment, dans le journalisme, par essence, on évite d'inventer des choses, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est pas Une matrice, quoi, il y a un aberrant. truc, Quoi. ouais. Oui, voilà. Et aujourd'hui, tous vos projets, vous les faites en commun, vous avez chacun aussi des Non, projets. on a On nos a les petits deux. jardins secrets. Perso. Les deux, ouais. On a des choses sur lesquelles on travaille pas ensemble, et puis des choses, donc, la série dont on parlera avec Ah oui. toi, et puis et des longs métrages qu'on écrit ensemble, et Marion de son côté aussi a des choses, et moi aussi, ouais. Oui, parce que je sais pas, mais j'ai l'impression que le point positif quand tu travailles à deux dans ce domaine de l'écriture, et que en plus tu vis ensemble, tu connais pas mal de défauts ou de qualités de l'un et de l'autre, et du coup tu peux pousser les gens dans leur retranchement sans prendre de précautions, en disant attends, je sais, là t'es allé dans la facilité, donc arrête avec ça. Ouais. Bien, Donc ça doit être bien. On sait qu'on a un socle qui est beaucoup plus solide que juste travailler ensemble. Ouais. Donc on peut se dire des choses. Et par ailleurs, l'autre avantage aussi, c'est que on a une capacité en fait à bosser ensemble qui est quasiment H24, quoi. C'est-à-dire quand on est en voiture, quand on est à la maison, quand on dîne, Oui, machin, c'est on ça, parle en des fait, sujets, nous, quoi, tout le temps. C'est un duo en fait. Bah oui, on saoule nos gosses. Non, ils aiment bien ça, ils aiment bien ça. Note ça là, je t'arrête. Oui, c'est vrai que c'est tout le temps en permanence en fait. Ouais. Donc c'est le truc super, et c'est aussi la limite du truc, parce que des fois, il faut un peu décrocher, quoi, Oui. mais ça Et reste... c'est pour ça que c'est bien qu'on ait chacun aussi des projets solo. perso. Ouais, c'est important. Et puis il y a aussi le moment où, Arnaud réalise et pas moi, en tout cas pas pour l'instant. Oui, quand je il pense part que en tu vas y tournage, venir, Marion, tu vois. On en reparlera. Peut-être. Faut lui dire, faut la pousser. Dans mes rêves Ah oui, moi, les je plus fous. Quand il part en tournage, du coup, ah putain, je suis enfin tranquille, quoi. Ouais, tu souffles un peu, quoi. Et vous êtes assez dur l'un envers l'autre sur le boulot, justement? Parfois un petit peu, non. Parfois un petit peu, après... Dur, non, on sait se parler de manière... Non, enfin, vous faites bien sans détour, la différence. mais ouais, non, mais évidemment qu'on va se dire les choses pas de la même façon qu'avec un co-auteur avec qui on vivrait pas. Ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, Arnaud, ça fait 2 jours qu'il a pas... Enfin, et d'ailleurs, c'est ce que je pense sans la... Tu vois, je sais, je suis pas au courant, mais c'est ce que je ressens là. Ce que je ressens aussi, j'ai ce pouvoir de médium, médium, je suis un peu médium. La télépathie, oui. Mais tu sais que Arnaud tire le tarot aussi. Hein. Ah, bah on Arnaud fera tout à Malherbe l'heure. est un célèbre... Alors moi aussi, je est fais aussi ça, un le célèbre tarot, mais dans les tireur de tarot. sashimi, moi. Moi, vraiment le tarot japonais. Dans ses nombreux homonymes, il vrai y a un gars qui tire les tarots de Je manière reçois des textos de copains professionnelle, régulièrement en me disant « Ah super, bravo, je peux extrêmement, venir et tout », mais voilà. extrêmement Ah, mais connu. alors. Il a aussi un coureur de fond sud-africain. Voilà, c'est passionnant, et, vraiment. et un gars qui bosse chez Dassault Systèmes. C'est intéressant, ouais, t'as vraiment des beaux homonymes. je suis Non, plusieurs. me disais, Alors moi, si je t'as pense que pas- c'est lui aussi. Ah, tu penses que c'est Oui, lui que ça en manque de réalité, personnalité? ouais, exactement. Mais bon. C'est possible. Non, mais imagine Arnaud, parce que c'est possible. Voilà, il a un peu la tête en l'air, il est sur tel ou tel projet, là, il finit sa post-prod, je sais pas quoi. Bon, bref, ça fait 2 jours qu'il n'a pas débarrassé le lave-vaisselle, il en a non, pas fait ça un. n'arrive jamais. Il n'en a pas rempli un, il n'en a pas débarrassé, et ça fait 2, 3, même peut-être 4 jours. À voir sa tête là aujourd'hui, je pense que ça fait 4 jours qu'il a pas fait 3 ça. jours et demi, 3 jours et demi. Est-ce que, par rapport au projet commun, par exemple, notre projet commun, tu vas être un peu plus dur sur ces idées qui sont pourtant bonnes, mais tu vas être un peu plus à le saquer parce que quand même, au niveau Je trouve du ses couple, idées il bien a meilleures pas... une fois qu'il a vidé le lave-vaisselle. On est d'accord. Ça, mais Non, mais c'est un c'est un fait, vrai hein. truc de couple. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Donc s'il te plaît Arnaud, pour qu'on puisse aller au bout de notre projet,
débarrasse un peu plus les lave-vaisselle. Voilà, c'était juste que c'est une aparté, c'est un truc perso. C'est bien de le dire, Faut que je fasse à manger aussi. Alors non, oui, ça dépend. Il fait pas à manger du coup. Si, il fait très très bien la paella surgelée, mais alors vraiment. C'est vrai, c'est ma seule spécialité. C'est son ouais. Mais parce que ça se cuit d'une façon très spécifique, hein, tu sais ça. Ouais. Il faut la mettre dans la poêle. Faut que ce soit un petit peu grillé et tout. Oui, parce que est-ce qu'il y a ça? Parce que souvent on peut avoir ça dans notre métier. Alors là, je pose la question à Marion, hein, puisque tu ne réalises pas encore, mais est-ce que tu as aussi comme notre métier, c'est une passion. On est souvent entre le rapport à la maison et l'extérieur, on va s'éclater, on a passé une super journée de tournage. Et Arnaud est super sur un tournage, c'est un réalisateur très agréable à vivre. Mais est-ce qu'il y a la différence aussi des fois du retour à la réalité Est-ce qu'il cherche son premier assistant sous le lit quand il rentre le soir? Voilà. Est-ce qu'il te demande par exemple s'il pleut, de l'attendre en bas quand il rentre avec un parapluie pour le raccompagner au 3e étage? Est-ce qu'il a ces trucs? Parce qu'on parle souvent des acteurs et tout, mais les réalisateurs c'est pareil. Ce qui est vrai, c'est que quand tu passes... Tu as du mal à descendre. Ouais, ce qui est vrai, c'est que quand tu passes d'un tournage au fait de rentrer chez toi, tu as tendance à parler aux gens d'une façon un petit peu directive. C'est ça que je voulais dire, parce que tu es le chef d'orchestre et dans notre métier, il y a une hiérarchie comme dans l'armée en fait. Ce qui est assez bizarre et peu de gens le savent. Que chacun répond, le réalisateur c'est le patron, donc il dit on va à gauche, tout le monde va à gauche. Oui, mais il y a un précipice. Eh ben vous sautez. Mais il y a 100 mètres, vous sautez. Merci. Et tu peux, la journée c'est tellement intense, la journée que tu arrives chez toi, peut-être que tu... Bon... Jackie et Bernard, vous allez vous coucher. Bon, c'est pas le prénom de vos enfants, mais j'invente des prénoms. C'est pas loin. Voilà. Bon, chérie, putain, j'ai rien à manger. Il y a un truc de mood, de passer d'un mood à l'autre qui est pas super évident. Après, pour être très honnête, moi j'ai tendance à rester dans le même mood et à rester quand même assez isolé, même à la maison quand je suis en tournage. Parce que tu travailles toujours en fait. Tu passes la journée, tu prépares la journée du lendemain. Bah oui, tu vois, ça, en fait, c'est continu quoi. Ouais. Et les derniers tournages se sont passés loin de chez nous, enfin loin. C'est pas mal en fait. Ouais, j'étais en Belgique là, donc tu coupes complètement et du coup c'est la famille qui venait de temps en temps sur le tournage, tu vois, mais j'étais vraiment en autarcie pendant 2 mois quoi. Ouais, parce que je pense que la force c'est d'arriver à sortir des trucs, arriver à tout gérer, mais c'est très compliqué quand même. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que même sur tu vois, la direction artistique ou le tournage proprement dit et tout, ça m'arrive régulièrement aussi de demander son avis à Marion, même en prépa, tu vois. Sur des trucs, je sais pas, de costumes ou de décors, ou d'avoir toujours un avis, parce que aussi elle est co-autrice des films, tu vois. Donc il y a un truc naturel qui se ferait peut-être pas avec un co-auteur si on n'avait pas cette relation-là. Peut-être pas, moins naturellement en tout cas. Oui, ou d'arriver à trouver des solutions d'écriture aussi pour des choses des fois qui peuvent être compliquées. Parce que tu as tel décor qui marche pas, ou je sais pas. On l'a fait sur des fois, ça arrivait, ouais, bien sûr, ouais. Et du coup, aujourd'hui, toi... Le travail continue d'une certaine manière. Enfin, le travail, c'est la continuité du travail. Moi, je peux la suivre, alors que souvent, les scénaristes, au moment du tournage, ils disparaissent un peu. Hein. Donc là, pour le coup, oui, moi, ça me permet d'avoir quand même, je ne vais pas dire un droit de regard, mais un regard sur ce qui se passe. Et c'est très agréable, parce que sinon, les choses nous échappent vraiment. Oui, parce que ça, c'est quand même un truc important, d'avoir les gens sur un plateau. Les gens qui ont écrit l'histoire, quand tu as écrit l'histoire à plusieurs. Il se trouve que moi j'ai toujours réalisé des films que j'ai écrits, soit que j'ai coécrit. Donc en fait je reste maître du truc, tu vois, pendant la fabrication. Mais c'est vrai que j'ai besoin aussi de, pas la certification, mais en tout cas l'écho et le regard de Marion sur ce que je suis en train de travailler. C'est important. Quel est votre degré de tolérance par rapport à l'écriture de... Est-ce que pour vous, vous avez fait le scénario, c'est une base, et après on va travailler. Le tournage, c'est encore autre chose, il faut trouver des solutions. Et le montage, c'est encore autre chose. C'est quand même. Mais quel est votre degré de. Tu vois, non, ça, je l'ai écrit comme ça. Il faut dire, je suis dans le pré. C'est vraiment comme ça que je l'ai écrit. Pour le coup, là, moi, vraiment, avec les années, ça devient quelque chose de. Pour moi, c'est une matière que tu retravailles à chaque fois. C'est-à-dire que tu travailles, c'est ce qu'on dit toujours, hein, tu vois, tu as une écriture qui est l'écriture, tu as une écriture qui est le tournage et tu as une écriture qui est le montage. Ouais, moi, c'est ce que je pense aussi. C'est que il faut muter, quoi. Il faut changer, il faut muter, il faut contrer ce que tu avais fait. Tu te rends compte qu'il y a des choses qui surgissent pendant le tournage. Au montage, moi, je réécris beaucoup aussi avec mes monteuses, tu vois. Donc, il n'y a pas du tout de blocage sur un truc. Après, en plus, récemment, on a eu la chance de travailler avec des diffuseurs, tu vois, comme Arte, qui sont pas du tout bloqués sur un texte validé, tu vois. Donc, tu peux encore chercher, travailler jusqu'au dernier jour de mix, donc ça c'est hyper agréable. Oui, puis ça reste, la cohérence tu l'as puisque tu es auteur, donc c'est ça aussi qui fait que le projet Arnaud peut le tenir jusqu'au bout, quoi. Vraiment. Oui, mais il y a des gens aussi qui sont sur j'ai écrit cette phrase comme ça doit se dire comme ça. Alors ça, moi j'ai pas du tout le droit de venir dire ça sur le plateau, ça j'ai... Le truc marrant, c'est quand Marion vient sur le plateau, puis qu'elle se met derrière le combo, et puis que t'as une scène qui est jouée, tu vois, puis elle fait « Ah non ». Et là je me retourne, et surtout je lui fais
tu te tais. On a eu quelques petits chocs, on a eu quelques petits trucs comme ça, tu sais. Non, c'est pas macho, c'est qu'à un moment, il peut pas y avoir trois têtes qui décident. Non, mais bien sûr. Non, mais en plus, c'est vrai, c'est qu'il y a un choix, c'est assez compliqué, quoi. C'est que tu peux ne pas le voir comme ça, mais il faut aussi l'accepter. Enfin, c'est un tout, c'est assez bizarre. Non, parce que moi, ça m'était arrivé de faire un casting il y a très longtemps avec quelqu'un qui avait une musique dans la tête. Et du coup, moi, je voyais pas du tout ça comme ça. Donc, c'est très bizarre. D'ailleurs, ça s'est pas fait parce que moi, je pense que le casting, je l'ai complètement raté parce que j'arrivais pas à dire les répliques dans la musique. Et pourtant, quelqu'un qui faisait des choses très bien. En tout cas, qui avait un style. Mais s'il n'avait pas les gens qui faisaient de la musique, et moi, j'avais l'impression d'être le perroquet, quoi. Ouais. Et là, donc, c'est pas... Ça dépend tellement des réalisateurs, ça. Moi, j'ai entendu ça beaucoup, justement, sur Alexis Michalik, je sais pas si tu vois qui c'est, qui fait des super pièces de théâtre, et qui est, paraît-il, extrêmement... Je connais des comédiens qui ont travaillé avec lui, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a sa partition, et il faut que les gens soient au service, mais ce qui est totalement respectable, hein, et les moi, gens c'est sont ce que au je disais, service de cette musique. Mais moi, du coup, j'avais raté le casting à cause de ça, alors que ce réalisateur, je comprends par rapport à tout ce qu'il avait fait aussi, c'est pour ça que je vous pose la question de la musique, quoi. Qu'il y a des gens qui peuvent être bloqués. Je pense que sur certaines scènes, il y a des trucs qu'on a vraiment, quasiment rythmiquement en tête et qu'il faut que ça marche comme ça. Et ça, on le tient jusqu'au bout. Et sur d'autres moments de film, il y a des trucs qui surgissent. Il faut accepter que ça vienne, quoi. Et voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, je suis assez attachée à ça quand même parce que quand on écrit des dialogues, on les écrit pas n'importe comment, par hasar ou tiens. Après, il faut tu peux être agréablement surpris aussi. Absolument. Par quelqu'un qui va te sortir quelque chose. Putain, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Ce qui est génial. Ouais. Mais moi, j'aime bien qu'on respecte les dialogues quand même. Moi, je comprends en plus ce que tu veux dire, mais il y a deux écoles et après, il y a l'inattendu, je trouve, de ce qui peut se produire. Mais après, je crois, moi, de plus en plus, en fait, je crois à une espèce d'addition de ces choses-là. C'est-à-dire que tu peux avoir un récit ou des situations qui sont hyper contrôlées et d'autres où tu vas chercher. Et moi, ce que j'aimerais faire maintenant, en fait, c'est d'aller travailler parfois avec des comédiens sur des scènes où tu donnes juste des intentions et tu laisses vivre, en fait. Tu prends la matière et après, tu retravailles ça. Lundi dernier, j'ai fait toute une journée avec un collectif de comédiens qui m'avait invité. Et je leur ai fait donc travailler des scènes, des pré-travail de la série qu'on va faire ensemble. Là. Et c'était hyper intéressant pour régler les curseurs. Les curseurs du récit, du mood, de l'humour et tout. J'ai fait ça et j'ai fait aussi un autre truc qui était de l'impro total. Sur une situation donnée, impro total. Ils ont donc un conducteur et je leur donnais en fait ce qu'on appelait des cartes surprises, c'est-à-dire que je disais à un quelque chose que l'autre ignorait et après de voir comment il allait réagir et tout ça, quoi. Non, je pensais à un truc sur l'improvisation. C'est que souvent, moi je trouve quand tu laisses travailler, quand tu fais une prise, que tu réalises quelque chose, même si c'est pas ce que tu voulais tout de suite, ta première prise, ce qui est assez cool, c'est de dire aux gens « Ah, super, machin », mais toi tu te règles. De toute façon, c'est rare d'être tout de suite bien réglé au niveau caméra, etc. Et quand bien même tu serais super bien réglé, c'est toujours cool de dire « Ah, super, génial, bon là c'est vachement bien », tout de suite d'être dans le positif et d'être dans on va essayer et vaut mieux essayer plus. Tu vois, moi avec Alain Chabat, j'ai fait le Marsupilami et il a tout de suite dit allez-y, avec Géraldine Nakache, nous a dit allez-y, faites au maximum. Moi après je règle, mais surtout n'ayez peur de rien. Et en plus, voilà, au niveau du texte, n'apprenez pas forcément tout le texte parce que moi je peux le réécrire à 8h du matin et je vous le donne au maquillage. Bien sûr. Nous évidemment on apprenait quand même le texte, mais l'idée, c'est quand même de se dire que tu peux être évolué en fait dans un univers où tu n'es pas du tout stressé. Et ça, c'est important parce que forcément que tu seras meilleur si tu n'as aucun stress parce que c'est quand même très stressant notre boulot. Et là où je te rejoins, en fait, les gens ont la pression. Il y a des gens qui viennent un jour de tournage, par exemple. En général, ils sont hyper stressés. C'est dans une aventure. Voilà, donc faut les mettre à l'aise. Si tu fais ça, je pense que tu peux avoir le meilleur dans l'impro, quelque chose que tu n'auras pas écrit. Peut-être que tu n'en auras pas besoin, mais en tout cas, les gens seront plus à même de trouver la musique que toi, tu as écrite. Et le danger du contrôle fric, en fait, c'est justement de croire que quand tu vas dire action, que tu vas faire la scène, c'est d'imaginer que tu vas avoir le film devant toi. Et ça, c'est pas vrai. Et en fait, il faut créer les conditions pour justement qu'il y ait d'autres choses qui surgissent et que toi, après, avec toute cette matière-là, tu règles le truc, les curseurs, le machin, et tu produis des choses. Et pour ça, il faut en effet qu'il y ait des passes où les comédiens se lâchent, aillent trop, c'est pas grave. C'est pas grave. Et en fait, tu te rends compte qu'au résultat, sur ce temps-là, sur ce rencontre-là, tu vas sortir cette réplique qui t'aurait pas écrite comme ça ou pensée comme ça. Et il faut, je pense, de plus en plus se raisonner comme on attrape de la matière et avec ça, on va construire quelque chose. Mais je trouve que ça marche d'autant mieux que les comédiens connaissent bien leur texte. Parce que ils ont aussi la musique du personnage dans la tête et sa façon de parler et tout ça, parce que la façon de parler d'un personnage, c'est aussi quelque chose qui le définit. Ce qu'il est, quoi, voilà,
quand on écrit, je sais pas, certains mots, certaines expressions, c'est aussi ça qui fait les couches de matière du personnage tel qu'on se le raconte. Quoi. Qu'un comédien puisse se l'approprier pour ensuite, à partir de cette base-là, créer quelque chose, ça c'est génial, c'est sûr. C'est quand même un univers, quand tu le regardes justement de l'extérieur, c'est une colonie de vacances, tu vois, où d'un coup tu dois réaliser ce projet-là, écrire cette histoire avec toutes ces scènes. Personne ne se connaît, souvent. Après, il y en a qui se connaissent un peu dans les groupes, de techniciens, de comédiens et tout, mais bon. Et tu dois, toute cette alchimie-là, allez hop, en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, doit faire le projet. C'est quand même surréaliste en fait. Et dans du stress et de l'énergie, parce que le truc, il est contraint industriellement. Contraint, parce que c'est aussi du business. Exactement. C'est aussi dans une économie, donc ça paraît à chaque fois surréaliste quand même. C'est des petites magies à chaque fois quand même. C'est pour ça que tout ce que tu peux mettre pour rendre, je trouve, à l'aise les gens, c'est du temps de gagner en fait. Bien sûr. Et aussi du plaisir, c'est-à-dire qu'il y a un truc qu'il ne faut pas non plus évacuer, c'est que moi je trouve qu'il y a aussi des gens qui sont dans un truc hyper violent par rapport à la situation, tu vois, par rapport à ce que c'est que de fabriquer un film, qui se met trop d'enjeux ou quoi, machin, et qu'il faut réussir à créer comme un écosystème où c'est aussi chouette et les gens se parlent bien, et les gens sont contents d'être là, et voilà, et ça n'empêche pas de travailler sérieusement, quoi. C'est ce que je dis toujours, faire sérieusement les choses sans se prendre au sérieux. Pour moi, un tournage, après ça n'est que mon avis, mais je trouve que c'est une aventure humaine. C'est aussi au moment où tu bois un café le matin avec ta maquilleuse que ça doit être sympa, ou avec les mecs qui gardent les loges. Ça, c'est le moment capital, la maquilleuse. Non, mais c'est des bons indices, en fait. C'est-à-dire que c'est le partage que tu as avec toute cette bande de gens. Quand tu vois que... C'est pas que les scènes d'un tournage. Quand ça devient une bande de gens qui s'aiment bien, c'est généralement assez bon signe. C'est des rencontres, c'est une colonie de vacances avec des gens. Ah bah là, sur mon long métrage, là, le dernier film que j'ai fait, là, qui va sortir bientôt, on était vraiment en groupe dans le fin fond du Morvan pendant 1 mois et demi. On logeait tous au camping, tu vois, on était dans un truc, c'était comme une troupe de théâtre en fait. Et c'était super plaisant. On se faisait barbecue sur la plage le soir et tout. Tu vois, oui, mais pour moi, c'est une aventure humaine. Donc ça veut pas que, tiens, j'ai réussi ma scène, c'est cool, je rentre chez moi. Non, c'est tout ce qui se passe autour aussi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué comme métier. Sinon, tu viendrais, au bureau, j'ai réussi mon examen du jour, c'est fini, au revoir, merci. Ouais. C'est tout le reste. Il y a des tournages comme ça. Hein. Ah oui. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne prennent pas de plaisir dans ce métier. Mais après, c'est à nous de le faire comme ça. Oui, bien sûr. Oui, c'est un peu dommage, oui. Marion. Donc Marion, alors, je me posais une question. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que le mec qui vous voit d'un coup? Marion, bonjour Marion. Donc le podcast d'un coup est que avec Marion. Arnaud, merci. Vous pouvez faire la vaisselle, vous allez faire vos lave-vaisselle. Oui. Évidemment, rien n'est préparé, hein. C'est le but de ce podcast aussi. Hein. C'est une question que je me suis posée il y a 1 minute et que j'ai réussi à retenir. Dans les histoires qu'on veut raconter, est-ce qu'il y a des sujets, par exemple, qui te tiennent, qui vous tiennent à cœur, et d'autres, après, qui peuvent être des commandes, forcément, ou des choses. Il y a forcément, dans le passage à l'écriture, du journalisme à autrice, pour rester dans les i, j'imagine qu'il y a un maximum de sujets d'histoires que tu as envie de raconter et de voir après porter sur tel ou tel écran. Ça, c'est autre chose. Tout à fait. Voilà. Alors, répondez à cette question, Marion, et vite. C'est une question fermée, très courte. Tu peux répondre par oui ou par non. J'ai dit oui, d'accord. J'ai dit oui. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire en termes d'univers, en termes de propositions? Est-ce que tu as un univers de prédilection, de sujets que tu as envie de traiter, ou bien tu es aussi très ouverte à des choses? Tu dis, moi je suis assez... en tant que lectrice, je suis très éclectique dans mes goûts, donc il y a plein de trucs qui m'intéressent, il y a plein de trucs qui me plaisent, et ce qui compte, c'est de pouvoir s'approprier. Alors, on parlait de la commande, tu évoquais le sujet de la commande. Tu peux avoir dans une commande, trouver son espace à soi qui fait qu'on va se l'approprier et pas le faire en mercenaire, parce que ça, c'est pas très intéressant, c'est pas très gratifiant non plus, mais de réussir à faire entendre sa voix là où on est. J'aime beaucoup qu'on puisse développer nos projets, nos idées, nos histoires, quelles qu'elles soient. L'inspiration. L'inspiration. D'où vient l'inspiration? C'est une question qui n'est pas de l'autrice, qu'elle n'est pas vite répondue. Parce que l'inspiration, je sais
Je sais pas, il y a un moment, un sujet qui te percute et puis tu te dis tiens, là j'ai envie de développer des personnages, j'ai envie de jouer avec cet univers-là, j'ai envie de mettre mes Playmobil dans ce machin et puis de voir comment ils vont se débrouiller, quoi. Mais ça peut être dans un polar, ça peut être dans un thriller, ça peut être dans un conte fantastique. Il n'y a pas de. Oui, t'as pas de domaine de prédilection. Non, pas du tout. Non. Question beaucoup plus simple. En fait, je crois que c'est ça que je voulais dire. Hein, Paul? Je parle à Paul, notre ingénieur du son, qui est en train de finir son verre de rosé. Bah oui, mais c'est ça aussi en mode avion. C'est quand même un travail d'équipe. C'est exactement ce qu'on disait avant. Ouais. Et du coup, je rebondis, Marion, puisque moi aussi, je pense que je suis assez. J'ai pas de domaine de prédilection. Et j'ai eu la chance, grâce à Arnaud, comme je l'ai dit dès le début, de tenter le coup du côté dramatique. Enfin, moi, je trouve que ce qui est bien en tant que comédien, et même en tant que réalisateur pour la suite, si j'y arrive, c'est de passer d'un monde à l'autre, quoi. Donc les deux me plaisent. La comédie, l'émotion, le drame. Et de les mêler, en fait. Parce que voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est en fait de réussir à mêler tout ça, parce que la vie, c'est tout ça. C'est-à-dire que même, moi, je trouve ça bien que dans un thriller, il y a des moments où les gens rient, et puis dans une comédie, un moment où les gens pleurent. Ouais. Parce que du coup, c'est comme ça qu'on fait circuler les émotions. C'est ça qui fait que les choses sont plus touchantes et plus universelles. Parce que si on est dans une gamme d'émotions uniques, tout est plat. Il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien de saillant. Et du coup, on s'emmerde. Ouais. Alors que quand, comme dans la vie, on va être dans un moment de grande émotion et puis quelqu'un va péter. Qu'un pète dans un cimetière. Non mais rire dans un cimetière, il n'y a rien de plus beau, quoi. Moi, tu vois, tiens, je rebondis là-dessus. Grâce à Monsieur Poulvord, la seule fois où j'ai rigolé dans un cimetière, c'est grâce à lui, parce qu'on tournait Le Grand Méchant Loup de Nicolas et Bruno, que je vous invite à regarder. Une comédie formidable. Et ben voilà, ce formidable acteur qui est le mec le plus drôle du monde, donc Benoît Poulvord. Pour ceux qui ne connaissent pas, je crois qu'il y en a deux personnes en Europe qui ne le connaissent pas. On peut rire dans un cimetière. Ouais, c'est clair. On peut rire des émotions, des choses. Et d'ailleurs, ce film, il est vachement comme ça dans la comédie. Là, Le Grand Méchant Loup, il est entre deux. Mais c'est ce qui nous sauve aussi, c'est-à-dire qu'en fait, le rire, c'est un moment où aussi on va pouvoir lâcher une émotion, on va pouvoir, lâcher une forme de pression, et puis regarder la situation sous un autre angle, et c'est ça aussi de raconter une histoire, c'est-à-dire que tu as envie de la regarder sous plein de points de vue différents. Après, c'est vrai que sur le fond, il y a un truc qu'on aime quand même bien faire, et là, ce qu'on va faire, parce que là, on s'apprête à signer un film justement autour de ça, c'est de prendre finalement un sujet de société. Le casting est terminé, le film. Pardon, je suis comédien. Je dis, parce que moi je fais des castings. Excusez-moi, je suis en plein podcast, le mec fait son marché. Frédéric Testo, nous vous rappellerons en temps voulu. Nous allons d'abord écrire ce film. Oui, pardon, excusez-moi. C'est incroyable. Et personne ne nous a parlé de ça. Et d'ailleurs, ça tombe bien que tu dis ça, parce que donc, le rôle principal est une femme, et je sais que tu aimes te déguiser. Donc, oui, c'est grâce à toi. Exactement. Et c'est vrai que l'envie, c'était de parler justement d'un truc vraiment très agréable qui est la violence sur les femmes, le post-MeToo, tout ce que tu veux. Bon, hein. Mais en fait, notre envie est de le traiter à travers le thriller fantastique. Et un thriller qui accepte les clés et les règles de la matière. C'est-à-dire, on veut faire très très peur, on veut faire du spectacle, on veut faire rire. Voilà. Donc c'est de prendre un genre, d'aller au bout de quelque chose, et en même temps, on traite vraiment le sujet. Mais de ne pas aller faire un film social, tu vois, qui peut être très bien par ailleurs. Hein. Mais c'est juste de mixer en fait les choses. Oui, c'est intéressant aussi cet angle. Et ça, c'est un film qu'on est en train de signer là, en ce moment. Génial. Mais c'est ça qui est chouette dans le cinéma de genre, c'est justement de pouvoir, à travers un dispositif, traiter quand même un sujet, parce que sinon c'est juste un manège, quoi. T'es juste dans un parc d'attractions. Si tu fais un film d'horreur mais qui parle de rien, tu l'auras oublié dès que tu seras sorti de la salle. Le meilleur exemple et une donne de référence, c'est Get Out. Je sais pas si tu l'as vu, Get Out, qui est un film incroyable sur en fait la question raciale. Et sauf que c'est un vrai thriller qui fait très peur et qui est très étrange et très bizarre, mais qui raconte plein de choses sur le rapport blanc-noir. C'est hyper intéressant. Je vais le regarder. Du coup, je voulais rebondir par rapport à notre histoire, notre projet commun. Exactement. Vous aviez eu, Arnaud, cette idée. C'était ensemble d'ailleurs, ou vous étiez au départ, non, c'était moi, ouais. Voilà. C'est quand même un petit peu d'actualité. Nous avons un projet en commun d'une série en rapport avec le rire et les larmes, du rire aux larmes. Ça pourrait s'appeler du rire aux larmes. Le rire et son interdit. Est-ce que vous pouvez nous en... Voilà, parce que
pour rebondir par rapport à notre époque actuelle qui est quand même un petit peu spéciale, un petit peu tendue, un petit peu bizarre. Il y a cette idée de série et ce projet donc, que nous allons tourner. Oui, ce que je veux dire, qui est plus un projet quand même, qui est signé avec OCS. Qui est signé avec OCS, voilà, qui est un vrai projet et qui concerne quand même le rire. Justement, est-ce qu'on peut rire de tout ou pas? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Arnaud, à ma droite. L'idée de départ, j'avais commencé à développer un long métrage en fait sur cette thématique et en gros le pitch c'est l'histoire d'un gars qui vit dans un monde où le rire est interdit, tabou. C'est-à-dire qu'au fil des années, la société s'est, on va dire, via le politiquement correct, via le respect de la différence, de l'autre, tout ça, finalement la logique de tout ça poussée jusqu'au bout. Et que rire, c'est en général rire aux dépens des autres et que ça, c'est quelque chose qui est néfaste, qui est vénéneux pour la société, à tous les niveaux. Pour le travail, pour la vie de famille, pour la vie amicale et tout ça. Donc l'idée de base, c'est ça. Voilà. Et donc c'est de poser un personnage dans ce monde où le rire est interdit et de jouer avec ces curseurs-là et de se dire qu'est-ce qui se passe dans un monde où le rire est interdit, mais c'est-à-dire violemment, policièrement, médicalement, de façon totalitaire. Quoi. Ce qui est rigolo, c'est que là, on va se retrouver pour faire et mettre en lumière ce projet cette année, l'année prochaine. Ce qui est marrant, c'est que tu as eu cette idée à une époque, voilà, il y a 10 ans, où on s'envoie en ce moment plein de messages tous ensemble, où on se dit, il y a plein de... On est rattrapé par le truc. On est rattrapé par ça, et là, si on pouvait être... On n'est pas plus dans l'actualité que ça, malheureusement, où tout est clivage, tout est communauté, tout est tendu, les gens ne s'aiment plus et tout est sujet à discussion, à buzz, à clash. Et on se rend compte de ça tellement que même ça nous rattrape même dans notre vie quotidienne, où si nous on va, par accident, parce que nous sommes des années 80, faire une blague sur un Asiatique ou je ne sais quoi, ou machin, Belge, au sein même de notre famille, nos enfants de quasi 11 ans et 15 ans nous regardent avec des yeux comme des ballons en nous disant mais qu'est-ce que vous faites? Comment peux-tu dire des choses pareilles? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, on se rend compte de cette mutation-là, évidemment, depuis 10-15 ans. Et voilà, j'ai l'impression que, encore une fois, ce qu'on va raconter va être poussé encore à son maximum, mais que la société nous rattrape vraiment dans cette idée-là, quoi. Et donc, on ne peut pas être plus dans l'actualité que de raconter ça. Et après, l'enjeu, c'est de le raconter. C'est comment on raconte le parcours d'un personnage dans un monde où le rire est interdit, d'être à la fois marrant et à la fois profond et à la fois bizarre, quoi. Enfin, dérangeant, en tout cas. Et ce qui amène plein d'autres questions. C'est-à-dire que du coup, est-ce qu'on va faire dans cette série-là les blagues interdites? Ça, c'est une vraie question. Parce que on n'a pas de figure si on fait un truc gentil qui n'est absolument pas sujet à polémique. Donc je pense qu'il faut... Après, c'est nos curseurs et notre propre subjectivité et notre honnêteté qui vont rentrer en ligne de compte. Mais je pense qu'il faut aller chercher des choses quand même là-dedans. Et pour finir juste de pitcher pour que nos auditeurs, je sais pas comment on appelle ça, les podcasters. Moi j'appelle ça mes amis. Ce sont mes amis. Ta communauté. Ma communauté. Voilà. Comprennent un peu, c'est que donc c'est l'histoire d'un homme ordinaire qui travaille dans une société et qui est un très bon citoyen et qui respecte absolument les règles anti-rire et qui, sans le vouloir, va faire rire sa collègue de travail. Et à partir de là, une mécanique va s'enclencher, donc il rentre. Ça me fait rire aussi, en fait. Non, mais en fait, c'est ça ce qui me fait rire, c'est que c'est rigolo, c'est que à l'époque, quand on s'est rencontrés et que voilà, tu m'avais dit ouais, j'ai ce projet. En fait, ce projet est pour maintenant, aujourd'hui. C'est fou, c'est qu'à l'époque, tu dis ouais, c'est pas mal, ouais, peut-être dans un jour, dans un monde même peut-être utopique. Moi, franchement, j'aurais dit ça. Quoi. Oui, mais non, bon, oui, c'est rigolo, c'est de la science-fiction. Et en fait, aujourd'hui, regarde, là, on vient de passer 1 an avec un masque, on l'a encore à côté de nous. Je dis, bah ouais, en fait, peut-être demain, c'est ça, quoi. Et demain, c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Donc c'est possible aussi, parce que le rire ayant causé trop de problèmes, ayant vexé trop de gens, trop susceptibles ou trop premier degré, bah, on a dû interdire le rire. Bien sûr. Mais ça se double quand même d'un paradoxe qui est aussi intéressant à explorer, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'injonctions à rire. Mais il faut rire Mais c'est quel rire? Quel rire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'humoristes à la télé, dans les salles, le stand-up. Je ne sais pas si vous avez raconté. Qui veulent faire et donc, il faut rigoler. Mais rigoler de quoi, on ne sait pas. Et en même temps, ça fait très soupape de sécurité. Oui, après, on a aussi beaucoup aujourd'hui, dans notre époque actuelle, d'émissions de chaînes info ou autres, mais où en fait, on voit que le mauvais côté des choses.
En fait, le parti pris est de dire « ouais, ça craint, ça machin ». Ce qui peut être un parti pris, hein. Alors que même des gens plus jeunes ou plus vieux font la même chose, hein. Donc c'est même pas une question de génération. Parce que moi, je me souviens que à mon époque, on regardait que ce soit du Patrick Sébastien ou du Christophe de Chavannes à la télé, c'était que de la bienveillance. C'était que... de Chavannes. Ah bah, c'était des émissions... Ces débats sur Ciel Montmardi et tout ça, où ils faisaient des trucs hyper polémiques, tu vois, sur des trucs, il y avait des fois des choses un peu cinglantes quand même. Autant qu'aujourd'hui, où à 9h du matin, c'est déjà ça. Oui, à 9h du matin, t'as des problèmes. Ça restait un programme, peut-être une fois tous les 15 jours, où il y avait le débat entre les pour et les contre, pour ou contre la guerre. Attends, de Chavannes, il avait quand même fait un... Tu vois, tu te rappelles? Le faux. Un débat, non, un vrai débat. Les faits à la centième, c'était un faux des gens qui se tapaient sur la gueule. Non. Le vrai débat des fachos contre des juifs. Genre, explique, parlez-vous un peu. Parlez-vous. Oui. Bon, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Ouais. C'est vrai. Oui, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, c'était peut-être, dans le quotidien, c'était plus, il y a des cochons, il y a Patrice Carmouze, il y a... Oui, c'est vrai. Il y a Sophie Favier, et ça déconne. Et... J'ai l'impression que c'est plus de divertissement. Ouais. En fait, tous les soirs, on avait des divertissements pour un peu amuser la galerie. Où c'est très important. Tout est tel chef qui venait nous faire la recette, Bernard Loiseau, qui venait faire l'œuf au plat à l'époque. Les 3 étoiles, il venait montrer à la télé comment on fait un œuf au plat. Et l'œuf au plat de Bernard Loiseau, c'était quand même quelque chose. Il était chez de Chavannes, tu vois. Il en est mort. Hein, voilà, peut-être. On ne sait pas. Tu vois, ça, c'est pas drôle. Ça, c'est les mecs qui sont sur le numéro. Tu vois, ça me fait pas marrer, Marion. Franchement, c'est ta limite, franchement. Désolé. Tu vois, tu respectes rien, tu respectes personne. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a toujours eu de la polémique. Il y avait droit de réponse avec Michel Polac, où il y avait des cendriers qui volaient, les mecs qui voulaient se fracasser la tête. On avait l'impression qu'ils pouvaient quand même boire un coup ensemble quand ils sortaient de là. Ils buvaient beaucoup de coups. Peut-être, par contre, ça buvait pas mal. Sur le plateau même. Mais c'était mieux, parce que c'est un anxiolytique, l'alcool. Donc, c'est sûr, ouais. Mais non, tout ça pour dire que j'ai l'impression que là, c'est continuellement ça. Du clash, de la polémique, de règlement de compte et tout. Qu'avant, c'était beaucoup plus espacé. Alors peut-être que je me trompe complètement. Moi je pense que tu te trompes pas, mais je pense qu'il y a le facteur, enfin c'est une évidence, tout le monde le sait, mais il y a le facteur c'est même pas l'accélération, c'est juste des ontologique. Images, des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Tout le temps, t'es sommé d'avoir un avis sur les choses, mais c'est-à-dire il faut savoir si tu es pour ou contre. Moi je me souviens du jour où je regarde une pauvre émission télé, et c'est la première fois que je voyais ça, où le présentateur parle de comment ça réagit sur Twitter. Ah oui. Et tu fais. C'est chaud. Et maintenant on est habitué, c'est normal. Et là, la première fois que tu vois ça, tu te dis qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Oui, mais alors tu vois, là, pour rebondir là-dessus sur les réseaux sociaux, là j'ai vu parce que une nana de je sais plus quel commissariat ou la cellule qui surveille les réseaux sociaux pour les gens qui dérapent, et elle disait on a auditionné des gens qui avaient mis des messages de harcèlement sur hyper hard, et quand on les a auditionnés, on est tombé face à des jeunes gens en fait qui disaient ouais mais j'ai répondu mais en fait moi je pense pas ça, si je voyais la personne en face je lui dirais pas ça, en fait je pensais même pas que je serais convoqué, je suis désolé, je voulais pas faire ça, parce que là voilà il va y avoir des tonnes de procès là-dessus, ça va s'enchaîner. Et en fait, donc c'est pas non plus, même le mec qui dit un sale truc sur le moment et qui a dérapé, c'est même pas forcé que ce soit un sale type. Mais je te rejoins là-dessus. Mais bon, le problème c'est l'anonymat aussi. Non mais je te rejoins là-dessus, mais le problème c'est... Non, c'est la distance, pas tant que, parce qu'il y a des gens qui le font sous leur vrai nom, c'est la distance, c'est-à-dire que t'as pas quelqu'un en face. Mais c'est quelque chose, moi, que j'ai vécu déjà en tant que journaliste à l'époque où les gens envoyaient des lettres. Il y a vraiment c'est des lettres, c'est vrai. Une époque très lointaine. Donc les gens, par la poste, c'est la poste, exactement. Il y avait des pigeons voyageurs et des pneumatiques qui nous amenaient des diligences, des télégrammes, tout un dispositif en fait qui fonctionnait pas si mal. Hein. Et donc des gens qui écrivaient des choses vraiment très violentes sur un article qu'ils avaient lu. Comment vous pouvez écrire un truc pareil? Mais ça restait entre eux et toi. Oui, si tu vois, ça restait exactement. Mais en public. fait, cette violence qu'ils exprimaient, la première tentation, c'était d'y répondre par quelque chose du même niveau de violence, c'est-à-dire écoutez, allez vous faire foutre parce que moi je fais mon métier et puis ce que vous pensez, j'en ai rien à carrer, allez bien vous faire cuire le cul. Et en fait, il y avait quelqu'un de très précieux dans notre rédaction qui s'occupait du courrier des lecteurs qui me dit mais non Marion, tu sais, je pense que tu devrais répondre beaucoup plus. Faire cuire le cul à ce lecteur. Tu devrais répondre de manière tu devrais faire descendre un peu la tension. Tu réponds de manière très gentille et tu t'apercevras que la personne en face, finalement, elle va s'excuser.
Et en fait, c'est ce qui se passait toujours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prenais en considération la vie de la personne en lui disant, écoutez, j'entends bien ce que vous dites, je suis désolée si je vous ai blessé ou machin, mais je pense que quand même, et ce que j'ai écrit est le fruit d'une enquête, d'une réflexion, de machin, enfin. En fait, les gens étaient extrêmement... déjà, ils étaient contents qu'on prenne flattés qu'on leur réponde. Enfin, flattés, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, ils étaient assez interloqués d'être considérés et qu'on leur adresse une réponse et qu'on puisse entamer un dialogue avec eux. Et en fait, je pense que c'est exactement le même phénomène là qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens ils manifestent un énervement, une espèce de violence très forte. Hein. C'est ultra violent quand on le reçoit. C'est un truc. C'est dur quand même de pas réagir à ça de manière très éruptive. Mais en fait, on s'aperçoit que les gens, ce qu'ils mettent là-dedans, c'est leur énervement de la journée, leur frustration, leurs problèmes personnels et tout ça, et que tu vas te le prendre dans la figure et pas de bol pour toi, mais si tu les prends, tu les prends sur un ton un peu plus humain, c'est-à-dire attends, on va parler de personne à personne parce que tu sais, je suis une vraie personne en fait. Est-ce que tu dis ça peut me toucher ? C'est la même chose avec la fiction. Mais ça fonctionne. C'est la même chose avec la fiction quand on avait fait Chef. On avait reçu des trucs. Au-delà de la qualité et pas qualité de la série, machin, tout ça, c'est pas ça. C'est juste sur des sujets techniques, en gros, de bouffe ou de vin ou de trucs et tout. C'est la série Chef sur France 2. Sur France 2, ouais. Et en fait, on avait des trucs sur les réseaux sociaux. Je sais pas, quelques personnes qui étaient parties en cacahuète sur tel sujet. Et Marion avait répondu en argumentant. Et les gens étaient déjà sidérés qu'on réponde. Et après, en fait, pour arriver vers une espèce de dénominateur commun en disant « Ah oui, c'est vrai, j'ai pensé... Oh, excusez-moi, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça. » Donc en vrai, ça parle d'autre chose. Ça parle de quelqu'un qui veut dire « Moi je sais, moi j'existe. Moi j'existe, prenez-moi en considération. » quoi. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça le truc. Oui, et puis ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer, hein, c'est pas ça. Mais... Ce qui est horrible aujourd'hui, ce qui nous manque, et ça manque de bienveillance, de tolérance, de seconde chance, etc. On est tout de suite dans la critique, dans le truc virulent, parce que c'est ça qui est mis en avant. C'est qu'il y a aussi des algorithmes. Moi, il y a quelqu'un qui m'a expliqué ça la semaine dernière, un technicien que j'ai rencontré dans la rue, comme ça, au bistrot. Non, mais en fait, si moi, demain, je suis là sur le réseau social à dire « Ah oui, de toute façon, tous les gens comme vous, c'est des ours. Vous êtes des ours. » Je sais pas quoi, et ben... Les ours vont t'écrire en disant mais non. Avoir que des gens qui vont arriver dans mon algorithme qui disent bah oui, moi aussi je pense que c'est des ours, oui, vous avez raison, c'est des ours, c'est tous des ours. Après il y a la Ligue de défense des ours qui va dire ne parlez pas des ours comme ça. Donc je vais croire que moi j'ai raison, parce qu'on va m'amener tous les gens qui ont dit cette phrase-là. Donc en fait je vais dire putain mais on est beaucoup, je suis pas le seul à dire. Et donc je vais être en top tweet des ours. C'est le miroir déformant Et alors que non, alors que c'est pas donc c'est des faux sondages. C'est comme si tu avais des sondages qui étaient. Alors après pareil, les sondages pardon. Mais c'est comme si tu avais Même médiamétrie c'est faux, donc tu vois, si on parle de ça, tu vois. Même médiamétrie. Oh, j'ai pas peur, moi je dénonce ça. Mais tu dis des choses. C'est complotiste. C'est comme les concours des meilleurs le meilleur chien de l'année, le meilleur chat de l'année ou le meilleur hamster de l'année. T'as une liste de 50 chats, de 50 chiens. Mets-moi 23 000 chats, 23 000 chiens, et après on verra. Ne mets pas 50 personnes, donc c'est faux. Ouais. Donc tu viens de dire que médiamétrie c'était faux. Je viens de dire que, Tu viens de dire que mon chat n'était pas le chat de l'année ? Ouais, surtout. Alors, messieurs, dames, le chef vous propose de continuer toujours côté mer sur du poulpe, salade de poulpe grillée, accompagnée de tamarin, cacahuètes et pomelo. Merci beaucoup. Merci J'adore le poulpe. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire sur Netflix sur l'amitié entre un gars et un poulpe. C'est la nuit que tu regardes ça, chérie ou... Non, j'ai regardé ça. C'est un truc qui est cartonne avec la pieuvre là. Ouais. Alors du coup, je mange ce poulpe avec cette intention-là, ouais. Ouais, avec beaucoup de mauvaise conscience quand même. Ouais, c'est un très bon poulpe. Bon, il n'est pas mort en vain parce que c'est quand même bon. Enfin, j'ai envie de dire vivement qu'on fasse de l'audience avec de la bienveillance. Tout ira bien. Après, c'est pas un sujet ultime non plus, tu vois, mais... Mais forcément, si tous les jours tu t'engraines, le problème c'est pas de critiquer ci ou ça. Moi je suis pas un critiqueur. C'est juste qu'il y a tellement de cette politique du buzz actuellement et qui est négative, donc c'est que du négatif. Tu sors de chez toi le matin, t'es déjà négatif comme ça. Mais putain, pourquoi la porte, j'arrive pas à ouvrir la porte. Allez, ça commence. La porte, ah putain, merde, j'ai glissé sur la marche de l'escalier. Ah merde, rentre dans ma voiture, ah, s'ouvre pas la porte, putain, fais chier. Ah, l'autre qui passe en vélo, eh putain, pourquoi tu passes si près de moi, connard. C'est pas un hasard, justement, qu'on a envie de couper aussi, justement, les réseaux et de couper les interactions et tout ça, machin, parce que justement, tu te dis,
En fait, si je ne suis pas... Mais il y a ce truc-là aussi, je suis désolé, mais il y a 3 siècles, 4 siècles, les mecs n'étaient pas quotidiennement impactés par l'état du monde, tu vois. Les mecs, parce qu'ils avaient fort à faire avec leurs propres problèmes. Pour certains, bien sûr. Ils avaient la peste, tout ça. Mais pour ça, oui, il n'y avait pas que ça non plus, les Anglais débarquaient avec des hallebardes, donc c'était compliqué. Il y a 300 ans des hallebardes, alors là, tu vas me relire un petit peu. Non, t'as dit 400 ans. Ça y est, ils s'embrouillent, les deux. Ah bah non, pas prêt de faire un lave-vaisselle, Arnaud. Non, mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'avoir des périodes, tu vois, un peu Facebook, politique et tout, tu vois, chaudes. Et en fait, tu te rends compte déjà, ça sert à rien, parce que t'es pas en train de produire de la politique, justement, tu produis un truc vénéneux, quoi. Et surtout, ça t'habite, et ça te tient, et comme tu dis, ça te tient la journée, et ça t'énerve, alors que tu peux passer ce temps-là à créer quelque chose. Mais tu deviens taré. Et si tu sors de chez toi le matin en faisant l'inverse, tu glisses sur une marche, tu fais « Ah putain, attention, peut-être que je change de basket, moi !» Et là, hop, t'ouvres la porte, tu vois. Tu fais « Ah, marche pas la petite porte, tiens, peut-être que dimanche, j'irai mettre du WD-40 pour qu'elle s'ouvre mieux. » Tu sors dans la rue, tu ouvres pas ta voiture, t'as le mec qui passe, là, tu passes près de moi, il fait « Eh dis donc, il va vite celui-là, bonne journée monsieur !» C'est terminé. Fred, toi, t'as cette chance-là aussi, c'est que quand les mecs te croisent, t'es pas Éric Zemmour quand même. C'est-à-dire que quand les mecs te croisent, ils disent hey, salut Fred, trop marrant et tout. Je sais pas, il y a aussi des fans d'Éric Zemmour, attention. Oh merde, pardon. Bah oui. Personne n'est à l'abri de s'engrainer, justement. Il faut essayer, la force pour moi, c'est d'arriver à être au-dessus. Mais c'est surtout que les choses ne deviennent pas personnelles, c'est-à-dire que. En fait, pas tout prendre pour argent comptant, au premier degré. Alors nous, on n'est pas sur Twitter, mais je pense que c'est une chance parce que. Ni sur Instagram, moi je suis pas non plus. Enfin, sur Insta, les gens s'engrainent pas. Pas tellement. Non. Ils viennent regarder des photos dont t'as rien à foutre. Oui, tu peux parler à des gens de chaque corps de métier ou rencontrer des gens. Ouais. Tu peux juste ne pas parler et puis regarder ce que machin. Oui, tu peux aussi te perdre. Hein. Tu peux te perdre une perdre heure en disant oh merde, disons que j'ai oublié mon rendez-vous. Bah oui, tu peux y passer toute ta regarder un mec qui avait construit des voiliers en bois, des cabanes. Des voiliers en T'as bois. vu ces Indiens qui construisent des maisons avec de la boue sèche là? Ça c'est super. Notre-Dame en allumettes, enfin tout est possible. Ou des petits chats. Les jours où ça va pas. Tu peux regarder des petits chats, tu peux regarder très longtemps des petits chats. Mais sur Twitter, c'est un peu le mode d'emploi du truc, c'est de se cracher à la gueule. Donc, et j'ai bien aimé cette citation d'Hervé Le Tellier, qui a donc écrit ce formidable roman L'Anomalie, là, prix Goncourt et énorme succès, qui disait, parce que lui, il est spécialiste, enfin, il est président de l'Oulipo. Il aime beaucoup les formes contraintes dans l'écriture. L'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. Ah, et ça veut dire fondé par Alfred Jarry. En fait, c'est un petit club de littérateurs, d'auteurs qui, je sais pas comment définir bien parce que j'ai pas la définition exacte, mais ils se donnent des contraintes. Donc, par exemple, écrire tout un roman sans la lettre E ou des conneries comme ça. Tu vois, ils ont des contraintes liées à l'écriture. Mais il faut produire quelque chose avec ça et c'est intéressant. Mais en même temps, c'est des gens qui se prennent pas du tout au sérieux. Et c'est ça qui est bien aussi. Et Hervé Le Tellier, qui est aussi un grand scientifique, enfin quelqu'un qui connaît très bien tous ces domaines qui généralement échappent aux littérateurs, plus dans le sentiment, l'émotion, enfin moins dans la science dure. Ouais. Mais bon, ça n'a rien à voir avec cette citation qu'il fait, parce que je m'éloigne. Il dit, parce que lui, il écrivait des textes très courts, quasiment des haïkus, pour l'événement du jeudi, Le Monde, je sais plus. Enfin bref. Et donc, il met ça en rapport avec les 140 signes de Twitter. Et puis il dit il dit... Un texte intelligent sur Twitter, ça peut exister, mais c'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité de l'espèce. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, en si peu de signes et de manière aussi, les gens font ça comme si, comme un rose souvent. Après, il y a des gens doués. Mais il y a des gens doués, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y avait ce journaliste aussi au 19e siècle, au début 20e, comment il s'appelait, qui racontait en fait des faits divers, mais c'était quasiment les 140 signes de Twitter, ça. Tu vois. Il s'appelait comment déjà celui-là? Oui, mais... Et en fait, c'était le même truc, c'était sa contrainte littéraire, mais il y passait énormément de temps, c'était comment raconter un fait divers incroyable, genre une femme a tué ses 3 enfants, machin. De manière la plus concise possible. De la manière la plus concise possible, c'est-à-dire quasiment en une ligne, quoi. Mais à l'époque, ça sortait dans les gazettes. C'est aussi comment réagir ou rebondir à quelque chose sans finalement être là, sans jamais rencontrer personne. Donc c'est aussi horrible en fait, parce que tu n'as pas la confrontation de... d'ailleurs, c'est Blanche Gardin qui le résumait bien dans un de ses spectacles. C'est comme au bistrot, quoi. À l'époque, au bistrot,
Sauf que le bistrot ferme à minuit, quoi. Ouais. La Twitter, c'est toute la nuit. Et le lendemain, tu disais à Michel, t'as dérapé hier, t'étais un peu raciste. Il dit, oh putain, je me souviens de rien, j'ai tellement picolé. Toi, elle explique un truc, là, je le raconte mal, mais en gros, elle explique un truc comme ça, elle a raison. Mais au moins, les gens, ils sont les uns avec les autres, parce qu'on essaye de contre-argumenter, et on vit un moment ensemble. C'est pas chacun chez soi, c'est ça qui est horrible. Mais ça, je confirme que. Donc, je pense pas que ça. Twitter, hein. Je m'avance un peu, et puis je m'en fous. Enfin, je suis pas médium, mais je pense que ça pourra pas durer. C'est une agora ça pourra pas durer ce truc de pas se rencontrer. millions de gens bourrés qui s'envoient des trucs à la gueule. Je pense que c'est intéressant, si, dans le partage d'infos, moi. Si tu le ramènes au journalisme, je trouve que si Twitter c'était un truc de journaliste, je trouve que c'est super intéressant de dire putain, j'ai pas vu cette info, merci de m'avoir informé. Le partage d'infos, le partage de plaisir, le partage de beauté, le partage de, je sais pas, d'une idée, quoi. Dans le fight entre les gens, c'est zéro, c'est aucun intérêt. C'est je suis anonyme et je te dis que t'es une merde. Bon, bah super. Ouais. Quoi, c'est dommage. S'il faut, on se serait rencontrés, on aurait passé une bonne soirée. Toi, comme comédien, c'est un truc que t'as vécu déjà, des trucs comme ça? Non, après, c'est vrai que moi, j'y suis parce que, voilà, sur les réseaux, mais j'ai pas d'addiction. Ouais. Ah, il faut que je mette un truc. Et j'ai aussi plein de potes de ce métier qui sont sur aucun réseau social et qui continuent leur vie. Apparemment, ça se passe bien. Hein. Bah, c'était Clovis qui nous racontait ça, Clovis Cornillac, qui nous racontait que lui, il ne regarde rien. Il coupe totalement, quoi. Il n'y a pas de... Moi, c'est pour ne plus se rencontrer, se voir de loin, quel est l'intérêt? Non, c'est clair. Tu vois? Après, ce qui est chouette, Mais le pire, c'est que tout le monde va être d'accord avec ça. En vrai, tout le monde va être d'accord avec ça. Tu dis ça, je pense que les gens sont d'accord. Ils vont dire, bah, bien sûr, oui, c'est évident. Mais dans le quotidien, c'est pas ça. Dans le quotidien, dans la pratique, non, c'est pas ça. Après, il y a d'autres gens aussi, il faut voir le bon côté de, je monte, je sais pas, un magasin, j'ai tel métier, une galerie, un événement, je veux le faire connaître, j'en parle. C'est toi-même ton attaché de presse pour dire peut-être à 4 personnes, venez, quoi. Il y a aussi ça qui est cool. Ouais. Alors qu'avant, t'étais chez toi, tu dis, merde, putain, comment, faut que j'appelle les numéros. Allô, Christiane? Pour venir samedi. Elle est pas derrière son fixe. Christiane. Parce que j'ai ouvert ma boulangerie, j'aimerais bien que tu viennes, on fait le meilleur croissant. Non, mais je sais pas, mais... Il y a le journal local pour ça. Oui, le journal aussi, oui. Non, les gens, ils ne lisent plus les journaux. Sinon, ce qui est hallucinant, c'est que ça continue à marcher, les journaux locaux. Les journaux locaux, oui. Moi, je ne vais pas vous dire que je suis contre la rencontre. Je suis pour la rencontre, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Absolument. Nous podcastons ensemble. Mais c'était ça, l'idée aussi, c'est de se voir, discuter. Je ne suis pas animateur. Oh putain, alors qu'on pourrait s'engueuler sur Twitter. En plus, j'apprends des choses, moi, du coup. Mais du coup, tu cultives grâce à vous. Tu fais pas ça sur la thématique... Ça, c'est un frelon asiatique, fais gaffe. Voilà, je t'enlève, moi, t'as vu, ils me connaissent, hein. Viens ici, petit frelon, voilà. Tu sais, ça serait embêtant parce qu'il est allergique aux friture. Donc il se promène toujours avec ses seringues d'adrénaline parce que sinon... Allergique aux frelons? Bah non, aux guêpes, aux hyménoptères. T'es sûr? Ah bah oui, c'est sûr. Je suis sûr, j'ai fini intervention, pompier, urgence, choc anaphylactique. Ouais, choc. Elle m'a piqué en fait près de la colonne vertébrale. J'étais chez mes parents en Normandie. Hein. Et donc c'était docteur, urgence. Mais tu l'as appris ce jour-là que tu étais allergique? Ouais, parce que ça m'était jamais arrivé. Ça m'était jamais arrivé. Moi je me suis fait piquer 12 000 fois quand j'étais gamin à la campagne, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, moi, faut pas trop stresser parce qu'on sait pas ce qui peut nous arriver à tout moment, en fait. Ça a été un petit choc quand même, mon truc. Hein. C'était un peu chaud. Très très bizarre. Et ça se joue à... Enfin, c'est arrivé déjà. Du coup, j'ai parlé de ça un peu après. Et c'est vrai que moi j'ai eu après des histoires qui me sont remontées de gars, si t'es à la montagne... et que t'as pas accès, que t'es pas rapatrié comme il faut, c'est fini. C'est fini, bah ouais. Et alors si t'habites en Australie, mon pote? Après, tu te fais piquer par un kangourou. Parce que là, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps de je sais plus qui. Ils sortent un anaconda à la main, quoi. En Australie, ils sont tellement habitués à voir les animaux vénéneux, les animaux qui te tuent en 6 secondes. Non, alors là, en fait, ils ont peur de rien, les Australiens. Là, je t'arrête, les anacondas, ce n'est pas en Australie, c'est impossible. Oui, non, mais je sais pas, les gros serpents. Tu connais Wikipédia? C'est elle qui a créé Wikipédia, en fait. Ouais. Mais à main nue, toi, on sort, ou le serpent qui s'est enroulé contre le chien de la maison, à coup de pagaie, tu vas lâcher le chien, s'il te plaît, c'est Frimousse. Tu vas lâcher Frimousse. Enfin, espèce d'anaconda de 4 mètres de long. Non, mais et les gens, ils les prennent comme ça. T'as pas vu la vidéo de la gamine qui boxe un ours parce qu'il est en train d'emmerder son chien? Justement, j'allais rebondir là-dessus. Je dis ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux. Moi, c'est ce que j'aime. C'est ces vidéos-là. Les chats qui tombent du toit. Non, mais là, la jeune adolescente. De 17 ans qui met 2 claques à un ours parce qu'il est en train d'emmerder son chihuahua. C'était où? Aux États-Unis? Ouais, ou. Je sais pas dans quel coin. Canada, Mexique. Enfin, là, il y a des ours. Hein. Donc, c'est pas. C'est pas la Franche-Comté. C'est pas la Franche-Comté. Ah, bon. Il y a des loups. Il y a des loups. Ouais, c'est incroyable. Réflexe de survie, elle pousse l'ours qui était qui voulait aller mettre un coup de patte à un des chiens. Mais fou. Tu vois, ça c'est ce qui me plaît. Ouais, t'as ça au cinéma aussi, tu peux aller voir The Revenant, tu vois, il y a ça, c'est un moment où il lui met une petite claque à l'ours. Tu l'as vu, film ou pas, non? On apprend... Oui, j'ai vu. Belle prestation.
Et Leonardo DiCaprio, qui est quand même un sacré... fait partie de mes acteurs préférés. Non, mais lui, il est fou. Pardon, moi, je ne me suis c'est jamais laissé dire ça dans le podcast, mais... De parler des autres acteurs? Ouais. Ouais, je parle jamais des autres. Parce que moi, j'ai fait le cours Florent avec Robert De Niro, Al Pacino et Leonardo DiCaprio. Moi, j'étais le quatrième. Moi, j'étais le barman. On t'appelait le quatrième. J'étais ce mec qui je leur servais des bières. Hein. Et c'est vrai que j'ai toujours admiré ces trois gars-là. Ouais. Peut-être nos origines italiennes, voilà, racines. Bon, et puis c'est une école de travail, de comédie, quoi. Vous êtes dans le même. Ouais, c'est marrant ça, parce que souvent, il y a des gens qui ont un problème dans notre métier, ça me fait penser à ça, et qui se... Moi, j'apprécie fortement plein de gens, plein d'acteurs, plein d'actrices, mais je reste à ma place quand je me réveille le matin. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis pas, putain, et pourquoi moi j'en serais pas un peu de... Tu crois que moi je me lève le matin et je lui dis, mais moi je peux être Scorsese, tu vois? Oui, mais bien sûr que non, je te jure que je connais des gens qui croient. Ah non, parce que notre métier transforme de... Non, mais et en plus, pourquoi se comparer de rien? Chacun a un parcours où l'important c'est d'être en cohérence avec soi-même, et c'est comme ça que tu es heureux dans ta vie, et que ça n'a rien à voir, mais souvent il y a des gens qui mélangent ça. Qui est très heureux, DiCaprio. Et qui deviennent fous. Je pense qu'il est très heureux. L'avantage des scénaristes, c'est que personne n'en a rien à foutre. Toi, tu rêves d'être quel scénariste, chérie? Ah, tu vois, voilà. Même toi, tu n'es pas capable de le dire. Je sais pas. Bah toi, tu rêves Charlie d'être Kaufman. Marion? Ah oui, je rêve d'être la meilleure version de moi-même. Bah voilà, exactement. C'est ça le vrai résumé. Ouais. C'est d'essayer de progresser en tout cas. De s'améliorer. En fait, le truc dont on se rend compte. Qu'on apprend quand même tous les jours. Avec l'âge, parce qu'on a quand même 74 ans, tu vois. À tous les deux. Tous, hein, nous trois. Non, pas nous trois. C'est que moi, le truc finalement que je trouve le plus chouette et le plus excitant, c'est hyper bateau ce que je veux dire, hein, mais c'est très banal. Vous allez, je pense, tomber de votre chaise. Non, vous allez tomber juste vous allez tomber de votre chaise. Non, mais c'est d'apprendre en fait. C'est très con, mais c'est vraiment le truc le plus chouette. De se dire à chaque fois, j'apprends un truc, je comprends un truc, j'avance, et pas de se dire, je m'auto-valide et je sais pas quoi, tu vois. Bah non, mais t'as raison. Parce que justement, c'est ça, merci. C'est ça le vrai truc, c'est que de progresser soi-même, de s'améliorer face à ses doutes, ses peurs, ces trucs qui te... Enfin, c'est complexe, c'est rancœur. Si tu t'améliores par rapport à tout ça, c'est toi qui te grandis toi-même. En fait, toi, tu progresses toi-même. Mais regarde, je sais pas si ça te fait ça... Et c'est là que t'es de plus en plus heureux, je pense. Je sais pas si ça te fait ça pour toi ou si ça fait ça pour toi aussi, Marion, c'est de... Moi, au fil des années, je me rends compte qu'en fait, sur les films qu'on fait, le truc important n'est pas tant ce que les gens te renvoient du truc. T'es content qu'ils te disent j'aime bien, il y en a qui disent je déteste, ok, bon, très bien. Mais que la vraie clé, le vrai truc important, c'est le regard que toi, tu as sur ce que tu fais. Et c'est comment tu considères le truc de façon très honnête, de dire oui, là, je sens que j'ai progressé, je sens que c'est plus intéressant, je sens que ça m'excite d'aller chercher ce truc-là. C'est ça qui est intéressant. Et une fois qu'on est dans cette logique-là, qui est très très difficile à obtenir, et je dis pas que je l'ai obtenu, mais c'est de se dire voilà, c'est ça qui compte. Et du coup, c'est hyper libérateur parce que tu n'es plus en train de te dire je vais aller chercher en permanence la validation chez les autres. Ah oui. On aime bien être compris. Quoi. Oui, mais c'est pas vivre dans le regard des autres. Quoi. Voilà. Ah bah non, pas... bien sûr. Alors que toi, t'as pas avancé d'un pli et que finalement, tu rentres dans ta chambre d'hôtel et que tu t'es pas du tout... Ça va pas, quoi. T'es pas bien dans ta peau. Le succès, c'est ça, quoi que tu fasses. Que tu fasses rien, pizzaiolo ou président de la République, s'en fout. L'important, c'est d'être... bien dans sa peau pour moi. C'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est d'être bien, quoi. C'est d'être heureux. Non, c'est vrai. Et pour certains, ça passe par justement se réaliser à travers des œuvres, à travers de la comédie, à travers... voilà, mais... Ben oui, parce qu'il y a trop de... Ce métier peut aussi nous amener vers ça, vers des comparaisons, vers des prix, avoir un prix. C'est super, c'est vachement bien aussi. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut te faire avancer, te faire avoir un autre boulot, te faire remarquer. On a besoin de ça, c'est un mélange de business en plus et de... Ben oui, ça donne de la visibilité sentiments. à notre travail. C'est aussi, tu vois, de désir. Il y a ça, et il y a aussi le fait que si tu es validé comme ça, c'est des choses qui peuvent t'aider à travailler derrière. Oui. À faire ce dont tu rêves. Ouais. Tu vois, un autre rôle, un autre film, tu vois, il y a quand même C'est pour ça qu'on peut être très content et très déçu aussi dans notre métier. Parce que tout est un peu mélangé. Dans d'autres métiers, il n'y a pas ça. Ouais, t'es bon, t'as réussi, t'as fait ton truc, ok, ça marche, t'as réussi à arriver à l'heure, parfait. Alors que nous, il y a tout un truc de... Voilà, oui, mais moi j'ai l'impression que chez tous les gens, quel que soit le métier, quelle que soit leur vie, il y a ce besoin, un mélange de besoin de reconnaissance et d'accomplissement. Et l'accomplissement, il peut arriver dans n'importe quel métier. Tu vois, de désir d'accomplissement, c'est-à-dire de trouver qu'on progresse ou de se trouver bon dans telle chose, tu vois. C'est quelque chose qui est applicable partout, j'ai l'impression. Oui, mais si tu prends le conducteur du, je sais pas comment on dit d'ailleurs, du TGV Paris-Marseille, hein. Bah moi j'ai envie de lui poser la question.
Ouais, mais on lui demande d'être à l'heure, d'avoir assuré, de nous protéger, etc. Moi, je m'en fous qu'ils soient en shorts et pieds nus et torse nu pour conduire le TGV. Il n'y a pas besoin d'apparence, il n'y a pas besoin de faire plaisir à que tous les passagers le valident en disant bonjour, salut Christian, s'il vous plaît, qui vient d'arriver, qui va nous amener jusqu'à Marseille. Mais il y a combien de métiers où on t'applaudit à la fin de ton métier? Moi, j'applaudirais les conducteurs de train, si je devais le faire aujourd'hui. Donc je le ferais maintenant tout seul, dans mon coin, et je demanderais ce qu'il soit applaudi. Voilà, c'est tout. Et moi, cette semaine, j'étais très touchée parce que j'assiste au conseil de classe de mes enfants. Et donc, dans la classe de seconde de mon fils, donc dans ce lycée de Seine-Saint-Denis, qui n'est pas Henri IV, et qui est un lycée lambda, le prof de maths était très ému d'avoir eu une classe cette année qui lui avait donné une satisfaction énorme et on le sentait ému d'avoir eu tous ses élèves. Il a dit j'ai eu cette année, sur la moyenne de l'année, 18 élèves qui étaient au-dessus de 12. Je crois que ça m'est jamais arrivé de toute ma vie. Voilà, c'est super. Il était ému, il était content et il était pour quelque chose, évidemment. Ça n'a pas marché du tout avec notre fils, qui ne faisait pas partie des 18. Bon, moi, j'étais un peu gênée, mais bon. Après, chacun fait avec son petit handicap. Oui, ou pas. Voilà. Mais en tout cas, j'ai senti le contentement, en fait, d'avoir accompli sa mission et d'avoir trouvé du sens à ce qu'il faisait. Et le désir de bien faire aussi. Ouais, le désir de bien faire et puis la satisfaction d'avoir en face de lui des jeunes qui étaient réceptifs et qui avaient envie de travailler. Mais moi, je trouve qu'on n'a pas assez ça. Moi, j'ai joué longtemps au foot. Et justement, à la fin, tout le monde se congratule. Normalement, tu fais un check à l'équipe adverse aussi, que t'as battu ou qui t'a battu. Il y a tout un truc comme ça de communauté. C'est pour ça que je voulais rebondir sur le conducteur de bus, ou même dans les avions, souvent il y a l'atterrissage, les gens applaudissent. Des fois, ça peut paraître con, mais moi, je trouve ça, je trouve ça marrant, je trouve ça sympa, je trouve ça positif, en fait. Pas du tout ringard. Des fois, ils applaudissent alors que l'avion s'est très mal posé. Donc, oui, mais voilà. Ça fait une petite critiqueuse. Moi qui ai beaucoup d'amis dans le métier, j'ai été souvent dans les cockpits, et je peux te dire que quand t'as un vent arrière, de côté, que t'arrives en crabe, à l'aéroport de Nice, pour pas le citer, ou sur Figari, en Corse, ou même Nice, Calvi, ou voilà, c'est compliqué au Bastia. On arrive toujours un peu. Il y a beaucoup d'aéroports quand même, voilà. Ou Saint-Barth, il faut une qualification spéciale. Bon, bref, c'est un drôle de métier incroyable quand même. Et non, mais ce qui manque, c'est surtout ça aussi. Tu vois, on dit merci, là on est au restaurant, merci chef. On manque de travail d'équipe, d'applaudissements, ce qu'on fait nous dans notre boulot sur les tournages, c'était le dernier plan de machin, merci, toujours un truc, un protocole de bienveillance et de joie, de bonne humeur, de plaisir. Merci pour ce bon moment. Ce que tu dis en fait là sur la bienveillance et la joie et tout machin, c'est pas un truc qu'on entend très très souvent, c'est vrai. Oui, mais alors la bienveillance, ça devient un mot hyper galvaudé pour dire une espèce de truc mou, un peu. C'est pas ce qu'on entend dire là. Pas du tout. Le plaisir, quoi. De gentillesse, c'est cool ça. D'attention à l'autre. C'est bien passé. Bah oui, voilà. D'attention à ce que fait l'autre et s'il le fait bien. Le dire et la SNCF pour qu'on applaudisse les conducteurs de train parce que c'est quand même... Tu as exigé qu'on applaudisse. Non, mais c'est vrai, c'est souvent un truc à part, on se rend pas compte. Alors, écoutez, en tout cas, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à se dire. C'est assez long sur les réseaux sociaux quand même. Nous qui ne sommes pas spécialisés des réseaux sociaux. Ça va bouger, ça va bouger les réseaux sociaux. Vous verrez, dans 10 ans, ce sera plus pareil. Je pense que tout le monde voudra être anonyme, plus dans son coin, plus exposer sa vie. Oui, pardon. Moi, j'ai une petite question pour toi. Je sais que tu es vachement investi sur les questions d'écologie et tout, et de savoir comment... Parce que par rapport à ce que tu dis sur rester positif, être dans la joie, la positivité et tout ça, machin, alors que tu es en conscience totale de ce qui est en train d'advenir sur la planète, sur le vivant et tout ça. Et comment toi tu gères et que tu matches ces deux choses-là? Moi, à mon tout petit niveau, parce que j'ai peu de connaissances et je ne suis qu'un petit citoyen parmi tant d'autres, d'un pays où on a quand même pas mal de chance, quand même, mine de rien. On a le droit de critiquer aussi, il faut aussi critiquer, même si on a de la chance, on a le droit de dire que, oui, mais ça pourrait être mieux. Moi, je revendique ça aussi. Moi, j'ai du mal à me lever le matin en étant négatif. En fait. J'ai envie de croire que tout ça qu'on arrive des fois dans des tunnels où on s'en sort pas et qu'au final, comme nous sur les tournages, on fait une fête de fin de tournage et tout va bien. J'ai envie de croire ça. J'arrive pas à me lever le matin en disant c'est fini, on n'y arrivera jamais, c'est foutu, le monde de demain, tout va péter. Moi, je suis un peu comme ça, moi. Moi, pas du tout.
Mais tu vois, on est complémentaires du coup. Non, puis après, personne n'a raison. C'est juste la question de quand on te raconte qu'en 2040-2050, il y a une grande partie du bassin méditerranéen qui ne sera plus vivable. Ouais. Plus vivable. C'est-à-dire que c'est les projections, c'est ça. Non, moi je Là, pense c'est une vraie question. Je pense que justement, non, mais t'as raison. Moi, j'ai lu hier dans le Courrier international des drones apparemment de guerre, là, de l'armée de je sais pas d'où, qui se sont développés tout seuls, qui ont décollé tout seuls et qui sont allés buter des gens tout seuls. C'est Terminator, c'est génial. Donc tu vois, on est entre deux. Mais moi, lui, on l'aime pas. Lui, on le tue. Mais drone. J'ai envie de croire que le drone, mais quoi, c'est-à-dire qu'il a il n'a pas de conscience, mais en tout cas, il a un mais mode opératoire indépendant. C'est ce qui est intéressant dans ce que disent les mecs qui développent les intelligences artificielles et notamment les algorithmes, c'est qu'en fait, ces intelligences leur échappent. Enfin, l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'est pas aussi intelligente qu'un cerveau humain. Ne sait pas faire autant de choses, machin. Mais par contre, peut prendre des initiatives qui échappent totalement à ses créateurs et aux intentions de ses créateurs. Et c'est ce que disent, ce qui se dit dans le documentaire vachement bien qu'on peut voir sur Netflix derrière nos écrans de fumée. C'est que les gars, ils disent... Ouais, on se doutait pas que en fait ça allait tourner comme ça parce qu'en fait c'est pas du tout ça l'idée, c'est pas l'intention qu'on avait mis derrière ce truc-là et en fait on s'aperçoit qu'avec les arborescences, le fait que le machin se développe un peu tout seul, il fait des trucs qu'on voulait pas trop et puis on s'aperçoit que c'est pas très bien. Donc tu te dis mais on sait pas très bien non plus comment revenir en arrière. Oups. Et ça, c'est la grande question, parce qu'après, t'as des mecs qui pensent ça et qui pensent justement et qui remettent en cause en fait la civilisation technique. C'est-à-dire, ils disent, au contraire de ce que tu disais là, moi j'ai pas d'avis définitif là-dessus, mais c'est de dire, il faut pas croire que plus de techno va nous sauver de la problématique fondamentale. C'est peut-être la question de réduire finalement la civilisation technique et réduire la production, la consommation, les flux, les transports et tout ça, qui va permettre de peut-être nous ramener vers un équilibre, quoi. Donc c'est un vrai grand débat. Hein. Oui, non, moi je suis d'accord, il y a deux choses. Il y a le fait de se dire qu'à l'époque, on se disait peut-être un jour ça va exister et puis on va avancer. Aujourd'hui ça existe, mais c'est pas mis en œuvre. Et après, même si tout était mis en œuvre, il y aurait peut-être trop de choses, comme tu dis. Il faudrait peut-être retourner à un truc plus basique pour qu'on se retrouve tous. Parce que c'est exactement le coup des réseaux sociaux, où tout le monde est derrière sur les réseaux sociaux, plutôt que d'être en bas à discuter dans la rue ou au bistrot, à dire non, moi écoute, je pense que tu déconnes. Ah bon, écoute, j'ai exagéré, je m'excuse. Ouais, je t'aime bien quand même, ça m'a fait plaisir. Ah, t'es avocat, putain, ça tombe bien, j'ai une histoire de copropriété. Ah putain, pourquoi je me suis embrouillé avec toi, tu vas pouvoir me représenter. Bah ouais, en plus je te fais pas payer. Ah, tu me fais pas payer. Moi je t'offre un coup. C'est l'agora, c'est la place publique ça, mais physique. Je suis d'accord. Non, on est dans la merde, mais une sacrée merde. Mais bon, moi j'ai envie de penser qu'on va s'en sortir comme à chaque fois. Et voir le bon côté des choses. On a trop tendance en ce moment à être un petit peu négatif. Pardon, je suis désolé, j'ai pas trop haussé le ton. J'espère que j'ai pas trop haussé le ton quand je dis ma phrase, parce que j'ai peur de vous offenser ou de vous blesser. Pardon, excusez-moi. Haussé le ton et d'ailleurs. Oui, buvez de l'eau par contre. Et surtout, je pense, et pour rejoindre ce que tu disais, c'est que je pense une chose, c'est que en fait, c'est pas parce que techniquement ou scientifiquement on peut imaginer que nous avons une finitude ou que le monde peut disparaître que quotidiennement on doit être dans un truc d'horreur, d'apocalypse, tu vois, c'est impossible. Je suis d'accord, t'as raison. C'est affligeant dans le sens de l'affliction, c'est-à-dire qu'on rentre dans un mode de pensée et un mode de vie qui négatif. Négatif. Mais c'est pour ça, si ça doit se terminer dans 10 ans, autant en profiter quand même. C'est pour ça, si tu fais autant se faire livrer plein de merde par Amazon. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, attention, il y a du bon aussi. Non, on peut pas être. Justement, vous voyez, si vous faites le test de bonjour, le sourire comme ça. Comment ça va? Et on est très positif. C'est très drôle parce qu'au final, vous allez voir que si vous faites le test, vous allez rigoler vous-même à vos propres conneries, à votre propre sourire. C'est avoir un sourire. On descend de chez soi, on va à son rendez-vous et on est comme ça. Voilà. Et on y va et on trouve tout est génial. Et on se dit que tout est génial. Tout ce qu'on va. Ah, il y a les poubelles, la grève des poubelles. Ah, c'est génial. Oh, ça sent bon. Et on commence comme ça. Ah, c'est super, les poubelles partout. Mais ça va être sympa. En plus, c'est la réouverture des restaurants. L'autre en face, c'est d'être content, les poubelles partout. Ah, c'est super. Et c'est pas grave. Et rien n'est grave. On y va comme ça. Cela dit. Ça marche. Non, mais je te jure qu'au bout d'un moment, je déconne. Je t'ai vu faire plusieurs fois, mais oui. Je te jure que. Et moi, souvent, en déconnant, pareil, sur les tournages, tu peux dire les trucs, tu dis ce que tu penses, mais d'une manière en déconnant.
et ben ça détend l'atmosphère. Voilà. Après, je dis pas que j'arrive à le faire tout le temps. Il y a plein de fois, je n'arrive pas à le faire et je suis nul. Je me souviens très bien même d'une réunion de prod qu'on avait fait qui sont des prods super sympas, il n'y a aucun problème. Mais t'arrives quand même et puis on va travailler et on va se faire une réunion pour parler d'une production et tout ça est très très important. Et t'arrives un petit peu important, un petit peu cul serré, tu vois. Et puis évidemment, toi tu arrives et puis tu commences à raconter n'importe quoi et après ça bascule sur autre chose. Moi, je pense que c'est important. C'est un truc à travailler au quotidien. Si on arrivait tous à faire ça, après, c'est pas évident. Hein. Chacun a sa vie, chacun a ses trucs, et on n'est pas dans les mêmes ambiances. Mais c'est un peu je veux dire, c'est un peu la devise de Balou. Ah oui, c'est le philosophe en fait qui mène l'ours. Marion quoi. L'ours Balou, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit, Arnaud? Rappelle-nous cette petite chanson. Non, c'est Tigrou qui dit ça ou sinon c'est Balou. Il y a Balou qui fait ça aussi. Qui dit je ne vais pas, je ne m'en fais pas. Ah, je ne sais plus. Tu me demandes de citer mes classiques là, je sais plus. Quand l'appétit va, tout va. Non, ça c'est Astérix Obélix. Non, je sais plus. Voilà. Enfin, Tigrou dit. Tu peux citer You. Je ne sais pas. Ne dis pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. Et Balou, il dit. Merde. Si, il dit oui, je peux et j'avance peu à peu. Non, ça c'est Tigrou. Mais Balou, il dit. Moi, je pense qu'on est bourré, ça y est. Bon. Ouais, il en faut peu pour être heureux. Et la chanson, c'est ça. Il en faut peu pour être heureux. Voilà. Il en faut peu pour être heureux. Est-ce qu'on peut terminer justement par une phrase comme ça qui nous aiderait tous à aller mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme... Est-ce que vous avez une petite citation comme ça qui serait marrante pour finir? Ah non, mais c'est horrible. Je vais pas la retrouver, la citation que j'aime beaucoup. Tu cherches? C'est une citation Internet. Non, c'est pas Balou, c'est pas Tigrou, c'est Agaï Lévy qui est le créateur. Voilà, tout à Je pense que c'est pas un mec très rigolo. Ouais. C'est le gars qui a créé, tu sais, Betty Pool, qui est devenu In Treatment et qui est devenu En Thérapie en France. La série, tu sais. La série En Thérapie, oui. Et en fait, il expliquait un truc et il disait, la fiction, c'est quoi? C'est d'essayer d'organiser nos vies, un sens à nos vies, pour échapper à l'absurdité du monde. Je trouvais ça très beau. Voilà. Pour échapper à quoi? L'absurdité du monde, ou l'absence de sens en fait du monde. Et donc la fiction est là pour essayer d'organiser quelque chose, pour qu'il y ait quelque chose de compréhensible en fait. Ça marche aussi avec la religion, ça marche avec quoi? Exactement. Ça marche. Si c'est les citations, souvent c'est ça. Hein. Ça sert un peu à tout. Moi je dirais en gros, comme disait Voltaire, c'est cool quoi. Ça fait plaisir de parler. Il a dit ça Voltaire un jour, je me souviens dans un bistrot. Ouais, je crois. Il était enregistré d'ailleurs. Oui. C'est cool, ça fait plaisir de parler. Voltaire. Marion, un truc à rajouter? Moi c'était Balou, c'est fait. Oh là là, ouais, vraiment. Moi je pense qu'elle est un peu énervée, Marion. Ah non, pas du tout. Hein. Si, je la vois. Voilà, regarde comment elle est, regarde comment elle nous regarde. C'est parce qu'elle n'a pas réussi à trouver la citation de Balou, c'est pour ça qu'elle est énervée. Ouais, ça m'énerve. Et donc, Marion, tu voulais nous citer, pour terminer ce podcast, citation de Balou, donc dans le livre de la jungle, l'ours, qui disait... Il en faut peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Il faudrait le chanter. Ouais. Les gens pour être heureux. C'est ça, je crois. C'est toi qui as doublé Balou? Ouais. Magnifique. J'aime bien Balou, moi. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.